Encore aujourd'hui, le nom d'Alfa Romeo évoque la course automobile. Cela fait près de 50 ans que la marque a dominé les Grands Prix, mais le constructeur italien reste associé au monde de la compétition. Nuvolari, Farina et Fangio sont trois des noms célèbres qui permirent à Alfa Romeo d'atteindre une renommée mondiale. L'histoire d'Alfa Romeo est aussi liée à celle de ses rivales et à l'évolution de l'industrie automobile italienne. Aujourd'hui, Alfa fait partie du groupe Fiat et construit des voitures chics et sportives, mais sa réputation s'est d'abord faite sur les pistes. Les quatre constructeurs italiens principaux, Alfa Romeo, Lancia, Maserati et Fiat, débutèrent leur aventure au début du XXe siècle. Fiat est à la fois la plus ancienne et la plus grande de ces quatre marques et possède à présent les trois autres. Alfa domina les années 20 et le début des années 30, puis l'immédiate après-guerre. Après le championnat du monde de 1951, elle se retira de la compétition. Elle effectua quelques retours avec des voitures de sport et même en Formule 1 brièvement dans les années 70 et 80. Comment cette entreprise a-t-elle bâti son succès? L'entreprise Anonima Lombarda Fabbrica Automobile, ou Alfa, fut fondée en 1910 dans le quartier de Portello, à Milan. Bien qu'elle ait construit près de 325 modèles de voitures de sport et une voiture Grand Prix avant la Première Guerre mondiale, la principale activité d'Alfa fut tout d'abord la production de moteurs d'avion. Pendant la guerre, le contrôle d'Alfa fut pris par Nicola Romeo, un ingénieur d'expérience. Il ajouta son nom pour créer Alfa Romeo. Le célèbre trèfle à 4 feuilles, le Quattrofoglio, est venu plus tard. Après la guerre, Alfa connut un succès important avec la construction de la P2. Elle fut conçue par l'ingénieur italien Vittorio Jano. L'Alfa Romeo P2 comportait un moteur 8 cylindres de 2 litres et rendait 135 chevaux. Elle était également équipée de freins hydrauliques et d'une carrosserie élégante, un radiateur arrondi et des sièges décalés pour le pilote et le mécanicien. Enzo Ferrari, qui à l'époque était employé chez Alfa Romeo, persuada Vittorio Jano de quitter Fiat pour aller chez Alfa. Jano fut un ingénieur de référence pendant 35 ans. Chez Alfa Romeo, il conçut les modèles Grand Prix P2, 1500, 1750, 8C, 8C Monza et Type B. Ensuite, il alla chez Lancia où il conçut l'Aurelia et la voiture Grand Prix D50. La P2 remporta la plupart des courses majeures en 1924. Pilotée par Campari, elle gagna le Grand Prix de France. Elle aurait peut-être pu gagner à nouveau en 1925 si Alfa n'avait pas abandonné en mémoire de son pilote vedette Antonio Ascari, mort pendant la course au volant d'une P2. À la fin de l'année 1925, le principal concurrent d'Alfa était l'équipe française de l'Age. Il y eut un championnat du monde en 1925, remporté par Alfa Romeo. C'est depuis ce succès qu'une guirlande de lauriers entoure l'écusson de l'entreprise. À partir de 1926, comme la course Grand Prix fut limitée à des voitures d'1,5 litre, Alfa Romeo décida de ne pas y participer. À l'époque, les Italiens étaient fascinés par les grandes courses de route, comme la Targa Florio et la Mille Miglia. La Mille Miglia était la plus célèbre. Elle se déroulait sur 1000 miles, 1609 km entre Rome et Brescia. Pour la Mille Miglia 1928, Alfa Romeo inscrivit 2506C avec compresseur conçu par Jano et piloté par Campari et Ramponi.
Campari s'imposa à une vitesse moyenne de 80 km/h. Il prit la deuxième place lors de la Targa Florio. Et Nicola Romeo était déjà parti de l'entreprise et Enzo Ferrari avait pris le contrôle de l'équipe de course. En 1929, Campari et Ramponi dominèrent une fois de plus la Mille Miglia. Le bilan très positif de la voiture de sport 1750 continua en 1930, lorsque Tadzio Nuvolari gagna la Mille Miglia et le Tourist Trophy à Arles. En Irlande du Nord, Nuvolari résista aux Mercedes et aux Bentley sur une piste humide et gagna avec une avance assez confortable. En 1931 apparut ce qui fut probablement la plus grande réussite de Jeannot pour Alfa Romeo, la 8C 2300. Le moteur de 8 cylindres en ligne fut particulièrement efficace et puissant. Il y eut une version pour participer au Mans et à la Mille Miglia, et une autre pour les courses Grand Prix. Au Mans, la première des 4 victoires consécutives pour la 8C 2300 fut gagnée par Lord Howe et Sir Henry Birkin. Toujours au Mans, en 1932, la victoire revint à Raymond Sommer et à Luigi Cinetti. En 1933, Nuvolari et Sommer gagnèrent, et en 1934, Philippe Étancelin et Cinetti offrirent un nouveau succès à Alfa Romeo. Pour revenir à 1931, Nuvolari remporta la Targa Florio et les Alfa 2300 gagnèrent 9 courses importantes cette année-là. Sport mécanique continue avec les pneumatiques Dunlop. En mars, c'est la March Madness. Et ESPN Classic vous propose le meilleur du basket universitaire et mondial. Primo, ils ont tous mangé du champignon qui fait grandir, donc c'est magique. Ensuite, c'est 3 week-ends de scénarios invraisemblables à chaque rencontre. Ne prenez pas cette air de ne pas y toucher, mettez la main au panier. Oui, en TV. C'est la March Madness. Samedi à 23h sur ESPN Classic Sport. Sport mécanique continue avec les pneumatiques Dunlop. Alfa Romeo domina les courses au début des années 30. Voici la 8C 2300 dans sa configuration Grand Prix. La voiture était une 2 places, bien que les mécaniciens n'étaient plus présents à bord. Le siège du passager était caché sous le carénage. Les 2 pilotes vedettes chez Alfa furent Giuseppe Campari et Tadzio Nuvolari. Campari était un célèbre chanteur d'opéra et il prévoyait d'arrêter la compétition pour se consacrer à sa carrière artistique. Quant à Nuvolari, il fut alors le pilote de référence. La version Grand Prix de la 8C 2300 fut baptisée la Monza après une victoire remportée par Nuvolari et Campari sur le circuit italien. Pour Vittorio Giano, l'Alfa Romeo Monza fut un compromis, car elle ressemblait beaucoup à la voiture de sport 8C 2300. En 1932, il construisit une véritable voiture Grand Prix, la Type B monoplace, presque immédiatement appelée P3. Équipée d'un moteur de 8 cylindres et de 250 chevaux, elle était capable d'atteindre plus de 220 km/h. Alfa Romeo remporta toute une série de victoires en 1932. La P3 fut pratiquement imbattable en Grand Prix avec des pilotes comme Nuvolari, Chiron et Caracciola. La 8C 2300 était la plus performante lors des courses de voitures de sport et gagna le Mans et la Mille Miglia. Tout se déroula bien également en 1933 jusqu'à ce qu'Alfa Romeo fût nationalisée par le gouvernement. Peu de temps après, la marque annonça qu'elle se retirait de la course automobile. La Scuderia d'Enzo Ferrari était sous contrat pour assurer le programme de course d'Alfa. Le cheval Cabré remplaça le trèfle à 4 feuilles sur les voitures officielles de l'équipe Alfa Romeo.
Ce retrait équivalait à la mise à l'écart de la P3 et Ferrari dut se concentrer sur la Monza. La Scuderia se trouva confrontée à une rude concurrence de la part de Bugatti et de Maserati avec leur nouvelle 8C M3000. Mais la 8C 2300 était toujours aussi performante. Nuvolari gagna au Mans avec Raymond Sommer et remporta la Mille Emilia avec Campari. 1932 et 1933 furent les années culminantes pour la course automobile italienne avant l'arrivée de Mercedes-Benz et l'Auto Union. Avec la Monza, Alfa connut quelques problèmes de fiabilité. Nuvolari intégra alors l'équipe Maserati en 1933, avec qui il remporta le Grand Prix de Belgique, la Coppa Ciano et le Grand Prix de Nice, à chaque fois au volant de la 8C M3000. Mais avec l'aide de Pirelli, Alfa Romeo, qui voyait d'un mauvais œil le succès de Maserati, fit à nouveau participer les P3 en Grand Prix. Et elles se mirent rapidement à gagner. À Monza en 1933, la journée fut catastrophique. 3 pilotes trouvèrent la mort. Campari et Bordacchini, qui eurent un accident dans le virage sud, et le comte Zaïkovski. Ce fut un choc énorme dans le monde de la course. Alfa obtint ensuite quelques succès en 1934 avant que les équipes allemandes ne frappent un grand coup. Le pilote français, Guy Moll, gagna à Monaco et Chiron remporta le Grand Prix de France à Montlhéry lorsque les voitures allemandes abandonnèrent. Mais le pilote qui retenait toutes les attentions fut Tadzio Nuvolari, notamment en raison de son style. Il aimait être très loin du volant et jeter sa voiture à fond dans les virages. Il utilisait ses freins le moins souvent possible et s'arrangeait pour que la voiture soit en bonne position pour accélérer en sortie de virage. Nuvolari fut le premier à développer ce style. Les spectateurs adoraient son pilotage qui contrastait avec celui de son rival Achille Varzi, beaucoup plus conventionnel. Nuvolari avait également un caractère bien trempé, capable de piloter n'importe quel type de voiture. Jamais il ne se décourageait, même s'il commençait une course dans une voiture moins performante que celle de ses adversaires. En 1935, ce furent les équipes allemandes qui dominèrent. Même si Tadzio Nuvolari ne se laissa pas impressionner et battit les Mercedes et les Auto Union sur leur propre territoire au Grand Prix d'Allemagne sur le circuit de Nürburgring. Autre particularité à l'époque, Luigi Bardi construisit 2 voitures bimoteurs pour les courses et surtout pour battre les records de vitesse. Ces voitures étaient très rapides mais pas toujours très fiables et surtout difficiles à piloter. Cette voiture bimoteur fut restaurée par le musée de Tom Whitcroft à Donington. Elle arriva en Angleterre pour la première fois dans les années 30. Mais le potentiel de ces voitures légendaires ne fut jamais totalement exploité. En 1936, Alfa Romeo construisit 2 voitures, la 8C55 de 3,8 litres avec 8 cylindres en ligne et la 12C36, un V12 de 4 litres. À Monaco, Nuvolari fut battu par la Mercedes de Rudolf Caracciola. Au volant d'une 12C, Nuvolari parvint à battre les écuries allemandes de temps en temps. Il remporta notamment la prestigieuse Coupe Vanderbilt sur le circuit Roosevelt à Long Island à New York.
Et ce furent les derniers grands succès pour Alfa Romeo en Grand Prix avant la Deuxième Guerre mondiale. Les écuries italiennes furent progressivement surclassées par les équipes allemandes, aidées notamment par la volonté d'Hitler de consacrer de l'argent à ses équipes, à des fins de propagande. Mussolini, lui, avait d'autres priorités. À la fin de l'année 1937, Vittorio Jano quitta Alfa Romeo pour travailler chez Lancia. Il fut remplacé par Wilfredo Ricart, qui était politiquement plus acceptable. En 1938, beaucoup de changements eurent lieu chez Alfa Romeo. La gestion des voitures d'usine fut retirée à Ferrari. La responsabilité en incombait désormais à l'ingénieur en chef, Ricart. Bien que des voitures de 3 litres furent produites pour les Grands Prix de 1938 à 1940, les dirigeants d'Alfa Romeo comprirent qu'ils avaient peu de chances de rivaliser avec les constructeurs allemands. Des espoirs demeuraient avec la nouvelle voiturette 158. Ce modèle fut né d'une collaboration étroite entre Colombo et Enzo Ferrari, alors que Ricart, que Ferrari n'aimait guère, fut très peu concerné. Bien que sévèrement battu par l'unique Mercedes W163 à Tripoli, cette Alfa fut une véritable réussite. En 1938, Alfa Romeo éleva le niveau des courses avec sa nouvelle 158. Après avoir surmonté quelques problèmes initiaux d'embrayage, ces voitures remportèrent de nombreuses victoires dans des courses italiennes et au Grand Prix de Suisse, gagné par Farina. La voiture à 8 cylindres et à compresseur de 1500 cm3 rendait 190 chevaux, puis 225 chevaux. Après la guerre, les usines étaient détruites ou endommagées sur tout le continent. Il fut déjà difficile de redémarrer la production de voitures ordinaires, alors pour la course automobile, il a fallu y aller petit à petit. Le règlement des Grands Prix d'après-guerre exigeait des voitures d'1,5 litre avec compresseur, ou bien des voitures de 4,5 litres sans compresseur. Les Italiens se trouvaient les mieux placés. L'Alfa Romeo 158 d'avant-guerre ainsi que la Maserati 4CL furent parfaitement adaptés aux conditions de l'époque. Ce fut l'Alfa Romeo Tipo 158 qui fut la concurrente la plus sérieuse entre 1946 et 1951. En décidant de continuer à développer ses anciennes voitures, Alfa Romeo alla plus vite que ses concurrents. Son moteur à 8 cylindres en ligne produisait à présent 310 chevaux, ce qui lui donnait un net avantage. Les Alfetta firent leur première apparition après la guerre à Saint-Cloud en 1946 avec Farina et Vimy au volant. Les deux abandonnèrent, ce fut l'unique fois entre 46 et 51 qu'Alfa ne termina pas une course à laquelle elle participait. Alfa gagna ensuite le Grand Prix des Nations à Genève et le Grand Prix de Milan. Des Maserati, pilotés par Villoresi et par l'étoile montante Alberto Ascari, gagnèrent beaucoup de courses comme le Grand Prix de Nice. En 1948, le pilote français Jean-Pierre Vimille gagna les Grands Prix de France et d'Italie et il arriva deuxième au Grand Prix de Suisse derrière son coéquipier, le comte Trossi. Malheureusement, les accidents furent nombreux. Achille Vardi trouva la mort pendant les essais du Grand Prix de Suisse. Le comte Trossi, lui, mourut d'un cancer. Quant à Jean-Pierre Vimille, il mourut ensuite dans une course mineure en Argentine. Avec la perte de ses pilotes, Alfa décida d'abandonner la course en 1949. En 1948, ce furent les débuts de la Maserati 4CLT, appelée Sanremo, car elle y avait débuté victorieusement avec Alberto Ascari. Elle remporta de nombreuses victoires, dont le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone avec Luigi Villoresi au volant.
L'équipe Plate disposait de Maserati 4 CLT pour le baron de Grafenrhed et le Prince Bira à Silverstone en 1949. Bira fut en tête pendant longtemps, mais ce fut finalement de Grafenrhed qui gagna. Voici la Cisitalia, une voiture de sport à moteur Fiat lors de la Mille Miglia. Une course où Nuvolari fit preuve de courage. Très malade, il passa outre ses souffrances et sous une forte pluie termina deuxième avec la petite Cisitalia. Il ne perdit la course que dans la dernière heure, terminant à un quart d'heure de l'Alfa Romeo de Clemente Biondetti. L'année 1949 fut importante pour deux raisons. Elle marqua les débuts en Grand Prix de Ferrari, ainsi que la première saison européenne de Juan Manuel Fangio. Les premières apparitions de Fangio furent impressionnantes. Il s'imposa à Albi, Marseille, Monza, Perpignan, Pau et à San Remo. Grâce à ses performances, il fut engagé par Alfa Romeo qui désirait l'avoir comme pilote pour son retour en Grand Prix en 1950, aux côtés de Nino Farina et de Luigi Fagioli. Et l'équipe fut surnommée les 3F, Farina, Fagioli et Fangio. Pour Enzo Ferrari, la Formule 1 était une obsession. Les compresseurs à étage unique furent essayés pour la première fois en 1949. Puis il y eut des compresseurs à 2 étages. Le châssis fut rallongé pour améliorer la tenue de route. La 125 fut compétitive lorsqu'Alfa Romeo ne participait pas. Ascari remporta Silverstone ainsi que les Grands Prix de Suisse et d'Italie, tandis que Villoresi gagna aux Pays-Bas. Cependant, en 1950, Ferrari commença à comprendre que l'avenir se trouvait du côté des moteurs plus grands, sans compresseur. La nouvelle voiture fut entièrement modifiée. Ferrari engagea Aurelio Lampredi comme concepteur et ingénieur en développement. La voiture de 4,5 litres avait un moteur V12 à 60 degrés avec 24 soupapes. Au départ, la 375 fut de 3 litres 3, elle passa à 4 litres 1, puis à 4 litres et demi avec une puissance de 380 chevaux, ce qui rendait la voiture légèrement plus lente que les Alfa. Mais le déficit en vitesse put être compensé par la plus petite consommation de la Ferrari et donc moins d'arrêts au stand. En 1950, le milieu de la Formule 1 changea avec l'annonce du retour d'Alfa Romeo. Un retour qui entraîna une bagarre entre les deux marques italiennes Alfa Romeo et Ferrari, avec leurs voitures motorisées de façon légèrement différente. « 1950 fut l'année du nouveau championnat du monde des pilotes. Le premier Grand Prix eut lieu à Silverstone. On présenta alors les pilotes à la famille royale britannique. À l'issue des qualifications, les Alfa Romeo occupèrent les 4 premières places et le Britannique Rick Parnell fut invité à piloter pour l'équipe. Fangio abandonna sur problème moteur, laissant Farina gagner devant Fagioli et Rick Parnell. À Monaco, Fangio gagna après avoir évité le carambolage au premier tour. Farina s'imposa au Grand Prix de Suisse, puis Fangio gagna à Spa et à Reims. Le duel se poursuivit au Grand Prix d'Italie, mais le moteur de Fangio explosa, ce qui permit à Farina de s'imposer. Cette victoire permit à Nino Farina de devenir le premier champion du monde des pilotes devant Fangio. Ce fut donc un doublé pour Alfa. Alfa qui décida de ne pas participer à la dernière course de l'année à Barcelone. Conséquence, les Ferrari eurent le champ libre. L'écurie plaça 3 voitures aux 3 premières places, avec dans l'ordre Ascari, Serafini et Taruffi.
Sport mécanique continue avec les pneumatiques Dunlop. C'est un nouveau millénaire qui commence. Le circuit attend ses nouveaux seigneurs. Vivez l'euphorie de l'ascension, mais aussi l'aigreur du déclin, au cours de l'une des saisons les plus exaltantes de ce siècle et du prochain. MotoGP lundi à 18h sur ESPN Classic Sport. Sport mécanique continue avec les pneumatiques Dunlop. Après la victoire d'Ascari lors du premier championnat du monde de Formule 1 en 1950, Alfa Romeo et Ferrari continuèrent leur duel. Alfa essaya d'augmenter un peu plus la puissance de son moteur à 8 cylindres. Les ingénieurs installèrent des compresseurs à 2 étages et des réservoirs plus grands. Ils firent des essais avec un essieu arrière de Dion pour tenter de transférer sur l'asphalte autant d'énergie que possible. Sous sa forme 159, le moteur rendait 404 chevaux et sa consommation d'essence était de 2 litres au kilomètre avec un nouveau mélange pour permettre un meilleur refroidissement interne. Même avec un réservoir de 295 litres, il fallait au moins 2 arrêts au stand pour boucler un Grand Prix. Pendant ce temps, Ferrari développa une nouvelle tête de cylindre à 24 bougies pour son moteur de 4,5 litres. Malgré cela, l'écurie se désengagea à la dernière minute à Silverstone. Mais le constructeur